Aujourd'hui, on va déterminer le prix de l'action Apple. Alors, dans une des présentes vidéos, on a vu les différents ratios d'Apple, on a vu le rachat massif d'actions, on a vu la marge nette qui était vraiment bonne sur plusieurs années, et on a aussi vu la dette qui grandissait, et on a expliqué pourquoi et pourquoi ça n'était pas si dangereux que ça. Si vous voulez aller voir, vous pouvez aller voir la précédente vidéo. J'explique tout ça. Et aujourd'hui, on va s'occuper de faire une valorisation. Alors, une valorisation grossière, évidemment, puisque le but n'est pas de passer, de faire des vidéos de 4 heures pour aller dans le fond des rapports financiers, d'aller étudier tous les graphiques sur TradingView, puisque sinon, on pourrait avoir tous les graphiques et on peut aussi avoir donc tous les bilans. Quand on voit les déclarations, on peut voir les comptes de résultats, les bilans, etc. Et du coup, faire notre propre avis, voir le remboursement de la dette combien, tous les mois, est-ce que ça peut peser sur le bilan, ce qui reste, est-ce qu'il y a beaucoup de réinvestissement, de capex, etc. Ça serait trop long. Donc, on fait des valorisations grossières, mais il n'empêche que ça ne tient qu'à vous d'aller plus loin, d'aller fouiller plus loin ou de vous appuyer sur des analystes qui, eux, font le travail d'aller plus loin, peu importe. Mais là, on fait des ratios simples et des calculs grossiers pour vous montrer un petit peu comment on réfléchit un peu en bourse et aussi pour vous donner le goût d'apprendre et de voir comment on valorise, comment on fouille, ce qu'il faut regarder, ce à quoi il faut être attentif. Et j'espère qu'au bout de 10, 20, 30, 50, 100 vidéos, eh ben, vous aurez acquis de l'expérience, vous saurez en un rapide coup d'œil voir des bons ou des mauvais ratios, ou vous poser les bonnes questions sur certains ratios dès qu'ils vous alerteront, qui vous choqueront l'œil. Bref, voilà l'idée globale. Donc ne vous formalisez pas sur la valorisation aujourd'hui, mais essayez d'apprendre la méthode, le pourquoi du comment, et surtout apprenez à vous poser des questions. Alors, on passe directement là. J'ai remis les chiffres qu'on a donc dans TradingView. J'ai mis la dette, même si techniquement la dette elle n'est pas de 84 milliards, enfin il y a une dette de 84 milliards, mais techniquement on est, si c'est exactement ça qui a été mis là, il y a techniquement de la trésorerie, il y a beaucoup de trésorerie, donc oui c'est bien 84 milliards que j'ai mis, on a beaucoup de trésorerie qui permettent justement, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, d'éponger ça. C'est juste que Apple décide de garder sa trésorerie et de la placer par exemple sur des obligations à court terme, de se faire rémunérer l'argent, ce qui permet d'avoir du cash immédiatement, rapidement, et de pouvoir racheter un concurrent, racheter des actions, etc. Et ils s'endettent quand ils peuvent, justement quand il y a quand on peut avoir des taux d'intérêt bas, il vaut mieux pour eux emprunter à 1 ou 2%, parce que pendant un moment on avait des taux d'intérêt extrêmement bas, proches de 1%, et des entreprises comme Apple, des titans du marché, pouvaient avoir des taux préférentiels, et il arrivait même que ça frôle les 0%. Donc quand vous pouvez emprunter de l'argent gratuit sur 20 ans, et sachant que dans 20 ans, l'argent vaudra moins cher, parce que l'argent d'aujourd'hui vaut plus cher que l'argent de demain. Il n'y a qu'à voir, par exemple, ce que vous pouviez faire avec 10 euros il y a 20 ans ou il y a 50 ans. On voit bien même pour les prix de l'immobilier, les prix d'une coupe de cheveux, d'une baguette, peu importe, on voit bien qu'avec 10 euros, on voit bien qu'il y a, 30 ans, avec 100 ou 200 euros, on pouvait acheter quasiment tous les téléphones. On voit bien que en 2005-2008, avec 100 ou 200 euros, on pouvait acheter quasiment tous les smartphones. On voit bien qu'aujourd'hui, avec 200 euros, on est vraiment dans le bas du panier, on a les téléphones low cost. Donc, s'endetter à 84 milliards sur 20 ans ou 25 ou 30 ans et faire rouler cette dette avec des taux faibles, alors qu'on peut avoir derrière 100, 200 milliards en trésorerie, bah c'est plutôt malin. Donc ne vous formalisez pas sur celle-ci, il y a plus de trésorerie que de dette, mais bon, il faut le mettre puisque c'est ce qui apparaît au bilan et on ne sait pas du coup ce qui peut se passer avec le reste de la trésorerie. Donc en attendant, on prend ce qui est ici, sachant qu'on a une petite marge de sécurité. On prend le reste, la capitalisation, etc., le PER. J'ai mis ici 20 ou 28 tout simplement parce que quand on se met là, hop, ici, on voit bien que bon, il y a eu des années où c'était du grand n'importe quoi, et on voit bien que depuis un petit moment, là, depuis 2009, on est dans un range ici où le PER est aux alentours de. Alors, idéalement, si on prend le PER médian par là, il serait aux alentours de 14. Alors, si je me mets comme ça, hop, si je me mets par là, on voit bien que sur plusieurs années, on était vraiment sur cette fourchette ici, du 13-14. Je pense que nous n'aurons plus du Apple à 13-14, sauf crise exceptionnelle. Et on voit bien que depuis 2020, on a un nouveau range qui s'est installé. Alors attention, c'est pas de l'analyse graphique du tout, c'est juste pour voir que depuis quelques temps, on voit bien qu'on est rehaussé d'un step, et on voit bien qu'on oscille dans ce carré ici. Donc ça ne veut pas dire que ça descendra jamais en dessous ici, c'est pas un support du tout, ça dit juste que le marché depuis peu valorise plus cher. Alors sûrement avec l'inflation, avec la monnaie qui se dévalue, etc. Tout
tout a coûté plus cher, le pain, etc. Et bah forcément les actions aussi. Donc peut-être que le marché revalorise plus, ou peut-être juste parce que comme on était dans 2-3 années où on était tous chez nous confinés et que la tech a vraiment boosté, avec l'injection de liquidité sur les marchés financiers, plus le fait qu'on était tous chez nous et qu'on était obligé de consommer de la tech, enfin plus de la tech que des grosses industries, et ben peut-être que du coup on est dans une petite phase où pendant 2, 3, 4, 5 ans, on va être plus haut que prévu. Quoi qu'il en soit, je vais prendre un PER qui est un peu à l'ancienne, donc 20 pour être un petit peu haut par rapport à avant, mais bas par rapport à aujourd'hui. Un scénario un peu optimiste si jamais Apple descendait sur un PER de 20. Et un scénario plutôt aujourd'hui, on va dire du 27-28, parce qu'on est au milieu de ce nouveau range qui est là, on se met à peu près par là, on est au milieu de la nouvelle valorisation. Je n'aimerais pas le payer aussi cher que ça, mais j'estime que si déjà on arrive à 20-21, ce sera pas mal. Voilà pourquoi j'ai mis ici 20 ou 28. La marge et le nombre d'actions, et on y va pour la valorisation. Et on arrive à 120 euros. On voit bien qu'il en manque un petit peu, hein, comparé à la cote actuelle. On est à 179, donc ça fait 49% trop cher. Attention, si on réajuste le PER avec un PER moyen récent, on voit bien qu'on monte à 170 et là du coup on n'est pas trop mal. Alors attention aussi, un PER de 28 ça ne se tient pas forcément sur des années, c'est des bonnes ou des mauvaises périodes, donc je pense que la vérité se situe un petit peu entre les deux. Attention, c'est aussi une valorisation simpliste, c'est-à-dire qu'on a juste fait le revenu net fois le PER moins la dette, et après on divise par le nombre d'actions évidemment. Donc attention, si vous cherchez un PER de 20-22, bah, il faudrait aller vers quelque chose comme 120. Il y a plusieurs autres méthodes pour valoriser une entreprise, parce que ça c'est la méthode actuelle, c'est juste une photo à l'instant T, mais ça ne veut absolument pas dire que ça ne prend absolument pas en compte la croissance future. Vous pouvez avoir deux entreprises qui sont valorisées exactement identiquement parlant, puisqu'elles font le même chiffre d'affaires avec le même bénéfice aujourd'hui, mais si l'une est en pleine croissance et qu'elle gagne 30% par an et l'autre elle est un petit peu stabilisée, voire en déclin, eh ben, les entreprises ne seront pas valorisées pareil, parce que ça c'est une photo à l'instant T, mais ce qui compte pour un investisseur c'est ce qui va se passer dans les futures années. Et c'est ça qui est important. Et donc, si on regarde un petit peu ce qui va se passer dans les projections futures, hop, on voit bien que là, au niveau des finances, si on met les bénéfices annuels, on voit que du coup, l'année dernière, on était à 6,10, enfin 6,11, que cette année, on voit un petit repli à 6,06. Normal, on a eu 2 années exceptionnelles. On voit bien ici, entre ici et là, on a eu 2 années exceptionnelles, ce qui peut expliquer pourquoi les cours étaient si hauts et que le PER est aussi élevé. Donc à vous de voir et d'aller voir les rapports financiers, savoir si ces chiffres-là sont tenables. Ce que espère l'équipe dirigeante d'Apple de dire, est-ce qu'on peut tenir ces marges-là, enfin ces bénéfices-là, est-ce qu'on peut aller plus haut, est-ce qu'on va décroître un petit peu au niveau 2020 ou est-ce qu'on va se situer entre les deux? Il faut aller lire les rapports financiers, regarder les avis des économistes, bref. Tout ça pour vous faire un petit tableau et une stratégie globale et vous dire, voilà, je pense qu'on va partir par là ou par là. Quoi qu'il en soit, là, on a du coup une vision à 6,06 pour cette année, donc on voit bien qu'on redescend un petit peu, et on repart de plus belle pour les années futures. Donc on voit bien qu'on est à 6,57, 7,16 et 7,84. On va partir sur le 6,57 pour l'année prochaine, pour voir où on va être. On fera peut-être une estimation à 7,16, mais voilà, 6,57. 6,57, si on se met là-dessus, j'ai mis 6,57 là, et si on fait ça, on a du coup un rendement aujourd'hui de 3,7%. Ce qui n'est pas vraiment génial. Alors attention, ça ne veut pas dire que du coup il ne faut absolument pas s'intéresser à Apple, mais ça veut juste dire qu'aujourd'hui, vous pouvez mettre pour 5%, enfin un rendement de 5% sur de l'obligataire américain, qui est censé être beaucoup plus sûr, puisqu'un État ne peut pas faire faillite. Et alors qu'une action, elle peut avoir un chiffre d'affaires qui est en descente parce qu'on est en récession, parce que le prochain produit ne marchera peut-être pas aussi bien que les anciens, peut-être que Apple va dépenser de l'argent pendant des années dans un truc qui ne marchera pas et aura cramé des milliards comme ça dans le vent. Donc, en théorie, si vous avez un rendement à 5% relativement sûr et un taux à 3,7%, il vaut peut-être mieux s'orienter vers le 5%. Maintenant, attention, ce n'est pas la seule entité, enfin ce n'est pas le seul ratio à prendre en compte, mais voilà, ça peut permettre de faire douter. Moi, en général, ce que je vise un ratio de 8%. Donc ici, j'ai mis le 6,57. Si je vise un ratio de 8%, l'action, je l'attendrai aux alentours de 82. Si j'estime que je ne vais pas être 8%, c'est quand même vraiment joli. Et Apple, je ne l'aurai pas sur ce prix-là, parce que ça m'est déjà arrivé d'attendre des entreprises comme LVMH par exemple, en disant je veux atteindre du 8-9% parce que moi j'estime que c'est ma barrière ou j'estime que là je commence à faire vraiment un bon investissement. Bah LVMH, j'ai jamais réussi à l'avoir, je cours toujours après et je ne l'ai jamais. J'aurais peut-être dû à un moment donné estimer et vouloir peut-être un peu moins, peut-être du 4, 3, 2%.
et faire partie de la course. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas tout avoir. La bourse, c'est le temple des regrets. Donc, moi, je me mets 8%. Vous pouvez peut-être aller jusqu'à 6 ou 7. Et ça vous ferait du coup une valorisation aux alentours de 110. Attention, il est aussi possible de voir, il y a d'autres méthodes de valorisation qui sont par exemple la méthode DCF. Donc, vous faites ici, hop, vous valorisez aujourd'hui le bilan de la boîte actuelle. Et en plus, vous y ajoutez les futurs revenus. Alors là, ce n'est pas le free cash flow, c'est juste le bénéfice par action. Mais vous y ajoutez les bénéfices futurs et vous les actualisez avec, donc, comparé par exemple au taux sans risque. Et ensuite, vous retranchez du coup tout ce qui est amortissement, etc. Vous calculez la dette. Mais globalement, vous projetez avec les bénéfices futurs, moins dette, amortissement, etc. Et vous actualisez le tout à aujourd'hui. Ça vous donne un prix, ça vous donne une valorisation. C'est ce que font souvent les grands investisseurs. C'est ce que je vous invite aussi à faire, même si effectivement là on n'est pas dans la même cour. Il faut beaucoup plus de temps pour valoriser une entreprise et vous n'en ferez pas 10 par jour, vous en ferez peut-être une par semaine ou une par mois à tout casser. Mais c'est la meilleure valorisation qu'il existe, en tout cas quand on regarde les produits futurs. En attendant, aujourd'hui on fait une vision simpliste et on regarde du coup que on est situé quelque part entre du 120 et du 109 euros avec un PER de 20, ce qui peut être pas mal. Et quand on regarde la droite de régression, on voit que, alors parce qu'on pourrait croire ici, quand on se met là, qu'on est vraiment, vraiment haut, on est vraiment très proche des plus hauts. Et quand on regarde finalement la droite de régression, on se rend compte qu'on est au niveau du trait, au niveau de la valorisation à peu près juste. On voit bien qu'il y a quelques mois, on était à plus un écart type, ce qui est assez haut. On voit bien qu'ici, on était au-dessus. Et que là, on est plutôt juste valorisé. Attention, je vais mettre des gros guillemets, la droite de régression, ce n'est absolument pas quelque chose qui vous prédit que ça va descendre ou remonter. C'est pas parce qu'on est là qu'on va forcément redescendre. C'est arrivé, mais on voit bien que d'ici, depuis, c'est remonté aussi. On voit bien qu'ici, c'était haut, que c'est resté haut et que ça peut encore monter. On voit bien qu'ici, quand on est en bas de la droite de régression, ça peut remonter, redescendre et ça peut même redescendre plus bas. Donc attention, quand on est en dessous d'un ou deux écarts types, ça ne veut pas dire qu'on va remonter. Une droite de régression, je l'image toujours avec un PER. Un PER, c'est pas parce qu'on a un PER de 40 que ça veut dire que c'est trop cher. Ça veut juste dire que là, on valorise effectivement 40 fois les bénéfices, mais si l'entreprise vient de signer un énorme contrat et que dans les futures années, elle va doubler, tripler, quadrupler ses bénéfices, le PER n'est pas si cher. A l'inverse, un PER de 2, ce qui est extraordinaire, ça veut dire qu'en 2 ans, vous récupérez vos bénéfices par action, en 2 ans, vous avez récupéré votre prix du ticket d'entrée. Oui, mais si l'entreprise est en déclin, qu'elle a deux doigts de déposer le bilan ou qu'il y a des rumeurs comme quoi, je sais pas, le contrat n'a pas été remporté, que les ventes vont s'effondrer, bah finalement un PER de 2 c'est cher pour une boîte qui est en déclin, voire qui va déposer le bilan. Donc exactement de la même façon, un PER n'est pas le seul indicateur à regarder et tout seul il ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire qu'une entreprise est trop chère ou pas assez chère. Et de la même façon, une droite de régression ne veut pas dire ah ici c'est pas cher, il faut y aller. On peut être sur une boîte qui est en déclin parce que la droite de régression, c'est tout simplement la droite qui symbolise la pente du cours sur les 10, 20, 30 dernières années. Donc ici, c'est sur les 30 dernières années, on voit qui dessine un peu. Alors en théorie, ce n'est pas une droite, c'est parce que c'est en échelle logarithmique, mais dans l'idée, c'est quelque chose qui ferait comme ça, qui monterait ici et qui passerait au milieu de tous. Et du coup, elle est mise en logarithme pour qu'on puisse faire une belle droite qui soit beaucoup plus lisible aussi pour l'œil humain. Et ensuite, on met plus 1, plus 2 écarts types, moins 1, moins 2 écarts types. De cette manière, on voit que c'est par rapport aux probabilités, par rapport aux statistiques, si vous êtes dans la moyenne ici et que l'entreprise n'a pas changé, évidemment si elle change de business model ou s'il se passe quelque chose de grave, qu'on découvre qu'il y avait une fraude ou qu'un contrat a été rompu, forcément ça change le paradigme. Mais si elle reste sur les mêmes bases fondamentales qu'on avait avant, eh bien si elle arrive ici, il y a de fortes chances, de fortes probabilités pour qu'elle redescende et qu'elle revienne à sa moyenne. Des fois, elle peut rester à sa moyenne et rebondir. Des fois, elle peut passer par sa moyenne et redescendre. Et on voit que très souvent, quand c'est en haut, ça redescend, ça remonte, ça redescend, etc. etc. Parce qu'on oscille souvent entre des phases d'euphorie, des phases de crise, des phases d'euphorie, des phases de peur, etc. Attention aussi, il ne faut pas attendre forcément un point bas pour se plancher dessus, puisque si vous arriviez ici et que vous disiez « bon, j'attends, à un moment donné, elle va forcément redescendre », ça fait très longtemps que vous attendez, peut-être ici un décroché, mais sinon ça fait très longtemps que vous attendez. Et il y a des entreprises qui restent tout le temps au juste prix, tout simplement parce qu'elle est tellement connue et réputée que dès qu'il y a le moindre tressaillement, les acheteurs sont là et ça repart. C'est ce qu'on voit ici, ça repart à chaque fois, ça repart et ça repart. Donc attention, ça veut tout et rien dire, il faut juste savoir que c'est une question de probabilité. On va le mettre là par exemple, si je mets... On le voit ici, si je mets par exemple, donc on le voit avec les écarts types, vous voyez ici les probabilités,
On voit qu'ici, c'est le 0. Donc normalement, entre là et là, entre moins 1 et plus 1 écart type, vous avez 68% de la population. C'est un peu comme dans une classe et se dire, voilà, ici, on se retrouve là. Et entre moins 1 et plus 1 écart type, on va retrouver 68% des élèves. Entre le moins 2 écart type et plus 2 écart type, 95%. Et il y aura un ou deux élèves qui auront une note très très basse et un ou deux élèves qui auront une note très très haute. Mais le gros, ici, se retrouve là. Et donc, c'est exactement la même chose en bourse. Évidemment, si on n'a pas changé, comme pour la classe, si on n'a pas changé le professeur, la dureté des contrôles ou les élèves, mais si on fait ces stats-là et qu'on n'a rien changé autour, une fois qu'on est ici, on est quand même dans les queues de distribution, ce qui veut dire il y a 99,73% de chances qu'on retourne par ici. Attention, encore une fois, les probabilités ne veulent pas dire que c'est sûr. Il y a peu de gens qui gagnent au loto, mais il y a des gens qui gagnent. Donc ça ne veut pas dire que parce qu'on est là, c'est sûr que ça va revenir. On peut aussi perdre. De la même manière que quand on est ici, on peut revenir. Enfin, quand on est ici, on peut gagner du coup et revenir et faire une plus-value. Et quand on est ici, on peut perdre. Donc attention, ça n'est pas parce qu'on a de fortes chances qu'il faut y aller tête baissée, vendre la maison, vendre sa femme, ses enfants et sauter dessus en se disant ça y est, c'est parti. Il faut étudier plus que ça, lire les rapports financiers et comprendre pourquoi on est si bas. Mais si tout est au vert à ce moment-là, effectivement, ça peut être un signe, une opportunité d'achat. Voilà à quoi sert la droite de régression et à quoi elle sert pour se positionner, et c'est un indicateur parmi d'autres. Donc aujourd'hui, on arrive à une valorisation aux alentours de 120 si vous prenez un PER comme c'était à peu près il y a quelques années. On arrive, si on prend un rendement de, on avait dit 6%, vous êtes aux alentours de 109. Et sinon, si vous avez le courage, vous pouvez vous orienter vers du coup des analyses, une valorisation par DCF ou par des analystes qui auront peut-être déjà fait le travail ou qui auront une autre approche. Voilà, j'espère vous avoir aidé. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Salut.